reprendre l'expression américaine, si la première soumission avait été faite dans la confiance en l'annonce du président Eisenhower en février, selon laquelle il voulait stopper la détérioration des relations entre les nations arabes et les États-Unis, et de restaurer l'assurance et la confiance des Arabes en Amérique, le volte-face dans l'offre du barrage d'Aswan aurait dû alerter le gouvernement britannique et il aurait alors pu sauver beaucoup de choses s'il avait résisté à la pression dans le second quart. Je ne peux me rappeler provocation plus calculée ou offensive avec un gouvernement dont l'Occident recherchait prétendument l'amitié. Un tel comportement par les gouvernements de Washington et de Londres n'est seulement devenu envisageable que depuis qu'ils sont devenus les esclaves du sionisme satanique. Le retrait de l'offre par les Américains et la façon dont cela fut accompli, son imitation parlante de ce passe de commentaires furent clairement le véritable début de la crise de guerre de 1956. Mais la source originelle, la pression, n'était pas américaine. Certains hommes au Congrès craignaient la désapprobation sioniste, fit discrètement remarquer le New York Times à propos du retrait de l'offre à l'Égypte, et c'était l'année des élections. En l'espace d'une semaine, le président égyptien Nasser nationalisa le canal de Suez, et immédiatement l'air se changea de rumeurs de guerre, comme en 1952-1953, durant l'épisode des docteurs juifs. Dès ce moment, le président Nasser reçut le traitement du méchant. C'est le signe sûr de l'imminence de la guerre. J'ai vu beaucoup de méchants fabriqués au cours de ma vie et j'ai observé que cette propagande peut s'ouvrir et se fermer comme un robinet et influencer avec effet toxique dans l'esprit du public. Ma petite enfance fut assombrie par la méchanceté de Mollah Four, un leader musulman maintenu universellement oublié, et celle d'un respectable ancien bohème du nom de Paul Kruger. De tous les personnages de ce cabinet des horreurs construit autour de moi alors que je grandissais, je vois maintenant que presque tous ne furent pas meilleurs ou pires que ceux qui les traitaient de méchants, même avant que les rumeurs de guerre n'atteignent l'étape du méchant. Et longtemps avant la provocation sans précédent du 19 juillet, qui ne provoqua toujours pas l'action belliqueuse de la part de l'Égypte, le président Nasser avait été déclaré l'agresseur dans une guerre qui n'avait pas encore commencé. En mars, Ben Gourion déclara à Tel Aviv qu'une livraison rapide d'armes uniquement à Israël pourrait prévenir une attaque par les États arabes dans les prochains mois, et ajouta que l'agresseur serait le dictateur égyptien Nasser, ce qui est complètement faux. Le 13 avril, Sir Winston Churchill sortit d'une retraite d'un an pour dire devant une autorité à la Primrose League que la prudence et l'honneur exigeaient l'assistance britannique d'Israël si elle était attaquée par l'Égypte. Sir Winston exprima son approbation implicite mais claire de l'attaque israélienne envers l'Égypte que les activistes en Israël réclamaient alors. Si Israël est dissuadé d'utiliser la force vitale de sa race pour tenir en respect les Égyptiens jusqu'à ce que les Égyptiens aient appris à se servir des armes russes avant lesquelles ils ont été approvisionnés et que les Égyptiens attaquent, cela deviendra non seulement une affaire de prudence, mais une preuve d'honneur que de s'assurer qu'Israël ne soit pas les perdants en attendant. Cela fut suivi en mai d'une attaque israélienne envers les troupes égyptiennes dans le territoire de Gaza, au cours de laquelle environ 150 hommes, femmes et enfants furent tués ou blessés. Néanmoins, le tollé à propos du méchant et de l'agression égyptienne enfla de plus belle en Occident. L'état de servitude dans lequel l'Angleterre était tombée à cette période fut révélé par deux événements politiques symboliques. En juin 1956, la communauté anglo-juive organisa un banquet au Guildhall pour commémorer le 300e anniversaire de la réinstallation des Juifs dans les îles britanniques. On exigea de l'époux de la jeune reine, le duc d'Édimbourg, qu'il apparaisse coiffé d'une calotte juive. En septembre, à l'association Cromwell organisa une cérémonie en l'honneur de la statue du régicide et boucher de Kroghedar pour célébrer cette même fiction selon laquelle il avait rétabli les Juifs en Angleterre 300 ans plus tôt. Dans son discours, le président de ce groupe, un certain M. Isaac Foot, recommanda que le jeune prince Charles
quand il accéda au trône, prenne le nom d'Oliver II, parce que nous ne voulons pas de Charles III. Après la saisie du canal de Suez par le président Nasser, les cris de guerre venus d'Occident atteignirent une note élevée. La nationalisation en elle-même n'était pas assez surprenante ou choquante en 1956. Pour l'expliquer, l'Amérique avait accepté la saisie des gisements de pétrole appartenant à des étrangers, Mexico acceptant, comme le président Nasser avait accepté, de payer le prix normal pour en être propriétaire. À l'échelon national, l'Amérique, par le Tennessee Valley Authority, foulait déjà ses sentiers battus de l'appauvrissement. En Angleterre, le gouvernement socialiste avait nationalisé les chemins de fer et les mines de charbon. Un terrain légal ou moral valide pour une dénonciation virulente n'était pas facile à trouver. Même s'il est vrai que des degrés de différence existaient entre l'acte du président Nasser et les nombreuses précédents, et son acte était de toute évidence un acte de protestation contre la provocation, non un acte politique sensé. En tous les cas, la seule réponse efficace, si son acte était intolérable, était de réoccuper le canal sur le champ, et cela ne fut pas fait. À la place, tous les oracles, comme s'il disait un script préparé depuis longtemps, commencèrent à le surnommer Hitler. Le premier ministre Ben Gurion commença par dictateur, qui devint dictateur fasciste. Et le premier ministre français, un certain Guy Mollet, à l'époque, changea cela en Hitler. Après quoi, la campagne suivit la ligne de cette utilisée contre Staline en 1952-1953. Dictateur fasciste, dictateur Hitler, l'insinuation était claire. Le président Nasser devait être décrit et puni, s'il était puni, en ennemi des Juifs. Quand Sir Anthony Eden montra à nouveau à la Chambre des communes le 9 août 1956 pour lutter avec ce monstre qui hantait ses rêves, la question du Moyen-Orient, le leader socialiste, M. Hugues Gekel, dit « Tout cela est terriblement familier. C'est exactement la même chose que nous avons rencontré avec Mussolini et Hitler avant la guerre. » Un autre orateur socialiste, M. Paget, CR, le piégea ainsi. La technique de ce week-end est exactement ce que nous avons obtenu d'Hitler. Êtes-vous au courant des correspondances de ne pas répondre à la force par la force avant qu'il ne soit trop tard? Les socialistes incitaient délibérément Sir Anthony à utiliser la force et le traitèrent d'assassin quand il l'utilisa. Par ses allusions sarcastiques à son passé politique, il était l'homme qui avait démissionné en 1938 en protestation de la politique d'apaisement d'Hitler, et sa démission avait été immédiatement justifiée par l'invasion de l'Autriche par Hitler. C'était cela la force, prévue depuis longtemps, et le monsieur Eden de 1938 avait eu raison. En 1956, le cas était différent, et aucune comparaison n'était possible. L'Égypte n'était pas une grande puissance militaire, mais une puissance très faible. L'Égypte n'avait pas été apaisée après le retrait britannique, mais soumise à des provocations par l'humiliation publique. L'Égypte n'était pas un agresseur avéré. Elle avait été la victime d'attaques et Israël avait déclaré qu'elle ferait la guerre à l'Égypte, dont la comparaison avec Hitler était absurde, à moins qu'elle ne soit uniquement destinée à indiquer que les sionistes considéraient l'Égypte comme leur ennemi. Néanmoins, Sir Anthony Eden céda à cette invention. Peut-être le souvenir de 1938 avait-il une emprise trop forte sur lui, car il fit allusion au président Nasser comme un pillard fasciste dont l'appétit grandit à mesure qu'il mange, ce qui était exactement le langage que M. Churchill et lui avaient utilisé à juste titre à propos d'Hitler 18 ans plus tôt. Je dois ajouter que je ne retrouve pas ces mots exacts dans le texte de son discours, mais c'est la forme sous laquelle ils atteignirent la foule par le biais du New York Times. Et c'est cela qui importe, comme les premiers ministres doivent le savoir. Tout le reste, c'est Tony basa son attaque du président Nasser sur l'argument que le canal de Suez est vital aux autres pays dans toute la partie du monde. Une question de vie ou de mort pour nous tous. Le canal doit être administré de manière efficace et maintenu ouvert, comme il a toujours été par le passé, comme une voie navigable internationale libre et sûre pour les navires de toutes les nations.
Mais le président Nasser n'avait pas fermé le canal, il l'avait juste nationalisé. Il était ouvert aux navires de toutes les nations, à une seule exception. En ces 5 mots, navires de toutes les nations, se trouverait le secret. Le seul pays auquel on refusait une liberté totale de passage était Israël, avec qui l'Égypte était toujours techniquement en guerre. L'Égypte avait stoppé des navires à destination d'Israël et les avait inspectés à la recherche d'armes. C'est le seul cas d'ingérence. Par conséquent, Sir Anthony exposait seulement ce cas et aucun cas britannique. Cependant, il conclut: mes amis, nous n'avons pas l'intention de chercher une solution par la force. Les semaines qui suivirent, alors qu'on cherchait une solution lors de différentes conférences à Londres et Washington, la presse informa les masses que l'Égyptien ne serait pas capable de faire fonctionner le canal et que le trafic s'arrêtait bientôt. En réalité, il s'avérait capable de le faire marcher et la navigation continua sans obstacle, à une seule exception. Pas claire insinuation, dont le cas d'Israël était le seul sur lequel le gouvernement de Sir Anthony pouvait faire reposer sa protestation de plus en plus furieuse. Cela devient bientôt explicite. Le 22 août 1956, Madame Rose Alprin, présidente suppléante de l'Agence juive pour la Palestine, déclara au New York Times que, ouvrez les guillemets, le seul argument légal que les puissances occidentales possèdent contre l'Égypte en termes de violation de la Convention de 1888 est l'interdiction par l'Égypte du canal aux navires israéliens et les restrictions sur les navires à destination d'Israël. La déclaration de Madame Alprin sur la position légale est correcte. C'est toute la querelle reposait sur un point de loi, alors le seul argument qui pouvait être invoqué était celui d'Israël, et cela ouvrirait tout le débat sur la légalité de la création d'Israël elle-même et de l'état de guerre permanent entre Israël et l'Égypte. Par conséquent, tout gouvernement qui se joignait à la tempête de protestation contre le président Nasser agissait en fait au nom d'Israël, et Israël seul est jugé d'avance en faveur d'Israël. Toutes les questions légales. Vers octobre, Sir Anthony Eden avait été plus loin en présumant d'une agression égyptienne. Je n'ai pas le texte de ce discours, mais la version distribuée par l'association Presse et donc reproduite dans des milliers de journaux du monde entier dit, ouvrez les guillemets, le Premier ministre Eden a prédit ce soir que le président Nasser attaquerait Israël prochainement s'il sortait impunément de la saisie du canal de Suez. Sir Anthony a fait remarquer que la Grande-Bretagne irait au secours d'Israël avec des armes si nécessaire. 13 septembre 1956. Ainsi, le Premier ministre britannique marchait-il sur un chemin glissant en l'espace de 6 semaines. Le thème de la nécessité vitale et de la question de vie ou de mort était devenu subalterne et le monde faisait face à une menace de guerre fondée sur quelque chose que le président égyptien ferait si quelque chose d'autre se produisait. À partir de là, on gava la foule avec des nouvelles d'attaques égyptiennes imminentes d'Israël. Le thème de l'interférence avec la navigation internationale fut abandonné comme il ne pouvait être maintenu. Et avec le temps, cela prit un ton si définitif que beaucoup de lecteurs occasionnels s'imaginent ont dû penser que l'Égypte avait déjà attaqué Israël. Je donne un exemple parmi tant d'autres dans le Weekly Review de Londres, septembre 1956, quelques semaines avant l'attaque israélienne de l'Égypte. Nous pouvons être absolument certains que les Arabes, encouragés par la Russie, attaqueront Israël. Cela ne fait maintenant aucun doute et cela devrait être à la base de notre calcul. En écrivant ce livre, j'ai été principalement mu par l'espoir de donner aux lecteurs futurs, dans des temps, je l'espère, plus rationnels, une idée de la condition étonnante des publications officielles au cours des années 50. Il sera certainement incapable de comprendre les choses qui arrivèrent, à moins qu'il ne soit mis au courant de ce régime de désinformation prolongée et des extrémités sans bornes auxquelles il fut amené. La dernière déclaration citée eut lieu après des années d'attaques israéliennes répétées envers les différents voisins arabes et de condamnations répétées de ces actes par les Nations Unies. De la manière que j'ai résumé plus haut, le terrain put préparer durant les 9 premiers mois de l'année de l'élection présidentielle pour les événements paroxystiques d'octobre. Des armes continuèrent à être apportées en Israël depuis l'Occident,
après la saisie du canal de Suez, Sir Anthony Eden annonça que toutes les livraisons d'armes en Égypte avaient été interrompues. Le même mois de juillet, deux contre-torpilleurs britanniques furent livrés en Israël tout au long du printemps et de l'été. La France, sous la pression américaine, fournit des chasseurs à réaction et d'autres armes à Israël. En septembre, le Canada, sur la même incitation, accepta d'envoyer des avions jet à Israël. Le gouvernement d'Ottawa annonçant qu'il avait consulté les États-Unis avant de prendre cette décision. New York Times, 22 septembre 1956. Pendant tout ce temps, la campagne pour l'élection présidentielle continuait. Les démocrates, impatients de reprendre la Maison-Blanche, surpassaient toutes les performances passées dans leur enchère pour le vote juif. Le maire de New York exigea qu'Israël reçoive des armes en cadeau. Les républicains sortants étaient légèrement plus réservés. Cependant, quand les conventions rivales pour la désignation des candidats eurent lieu, la républicaine à San Francisco, la démocrate à Chicago, tous les deux en août, il n'y avait guère de différence entre les soumissions faites par chaque parti, si bien que le Jerusalem Post aurait pu répéter, et l'a peut-être vraiment fait, son affirmation de 1952, comme quoi, pour les lecteurs juifs de là-bas, il n'y a guère de différence entre les candidats présidentiels. Le seul passage ayant une quelconque signification majeure dans les programmes de politique étrangère adoptés par les deux partis était relié, dans les deux cas, à Israël. Les autres déclarations sur la politique étrangère étaient d'une grande platitude. Les engagements envers Israël étaient dans les deux cas spécifiques. Le programme du Parti républicain sur lequel le président Eisenhower fut à l'unanimité désigné candidat disait, ouvrez les guillemets, nous considérerons la prévention d'Israël comme un principe important de la politique étrangère américaine. Nous sommes déterminés à ce que l'intégrité de l'État juif indépendant soit maintenue. Nous soutiendrons l'indépendance d'Israël contre l'agression armée. Le programme du Parti démocrate disait, ouvrez les guillemets, le Parti démocrate fera en sorte de redresser le dangereux déséquilibre des armes dans la région créée par la livraison d'armes communistes à l'Égypte, en vendant ou en fournissant des armes de défense à Israël, et nous prendrons les mesures incluant des garanties de sécurité qui pourraient être requises pour prévenir l'agression et la guerre dans la région. La phrase dangereuse déséquilibrée des armes reflétait l'invention propagandiste qu'Israël était sans défense et que le pays arabe était fort. La vérité établie un peu plus tôt par M. Hanson Baldwin était qu'Israël était plus forte en armes que la totalité de 7 pays arabes réunis. Ces deux déclarations de politique donnaient l'image d'un monde sous l'emprise sioniste et complétaient les déclarations faites alors par le gouvernement britannique. Elles n'avaient aucun rapport avec les intérêts américains, mais reflétaient simplement le contrôle sioniste de la machine électorale, ou la croyance inébranlable en ce contrôle de la part des directeurs de parti. À cette occasion, des événements eurent lieu. Pour justifier cette croyance, le Parti démocrate, le plus offrant, l'emporta au Congrès, bien que les républicains nominal fut réélu président. Le seul autre événement d'importance dans les deux conventions pourrait sembler avoir peu de rapport avec le thème de ce livre, mais par la suite pourrait se révéler avoir une signification directe, la rénomination de Richard Nixon en tant que candidat à la vice-présidence du président Eisenhower et dans les faits en tant que vice-président. L'état de santé de Eisenhower rendait le vice-président plus important que de coutume, et la possibilité que M. Nixon puisse hériter de la présidence entre 1956 et 1960 était manifestement vue comme un danger majeur par les puissances qui gouvernaient l'Amérique actuelle, si bien qu'un effort suprême fut accompli pour empêcher sa nomination. Cela n'avait rien de remarquable pour ce siècle. Ce qui fut remarquable est que la tentative échoua. À un moment donné, il est évident que des hommes surgissent et brisent l'esclavage dans lequel est maintenue la politique américaine et britannique, si bien que la personne de M. Richard Nixon acquiert une importance symbolique à notre époque, même s'il devenait président, il pourrait se trouver incapable de briser les chaînes. La raison de cette force hostile envers M. Nixon est que ce n'est pas un internationaliste loin, sans faux. Il joua un rôle décisif dans le dévoilement de la condamnation de M.
Alger-Is, l'agent soviétique de l'administration de Roosevelt. C'est la vraie raison pour laquelle il a toujours eu depuis, de façon uniforme, mauvaise presse, non seulement en Amérique, mais partout ailleurs dans le monde occidental. Avec ce mauvais point pour lui, on le considère comme un homme qui, une fois à la fonction principale, pourrait en théorie se rebeller contre les contraires auxquels les présidents américains et les premiers ministres britanniques, presque sans exception, se sont soumis au sionisme ces 50 dernières années et que les vice-présidents subissent automatiquement. Ainsi, une campagne d'une grande force et ingéniosité commença-t-elle enfin d'empêcher sa nomination. Un membre de la propre maison et du parti nominal du président fut libéré de ses obligations pour plusieurs semaines afin de mener une offensive. Arrêter Nixon à l'échelle nationale à des réunions de commission, des affiches et des meetings, cela n'eut aucun effet sur le public auprès duquel M. Nixon semble être populaire. Alors, pour sa déconvenue particulière, de nouvelles tactiques furent introduites à la convention du parti rival démocrate. Au lieu que le candidat désigné Aldair Stevenson choisit son propre candidat à la vice-présidence, comme lors des occasions précédentes, le choix d'un candidat vice-président fut ouvert au vote et parmi les différents concurrents, le sénateur Estes Kefauver, un sioniste exceptionnel zélé, reçut la nomination de candidat de vice-présidentiel. Le but de la manœuvre était de forcer la convention du Parti républicain à suivre cette procédure démocrate et aussi à soumettre le choix du candidat vice-président au vote, ce qui arriva. M. Nixon, comme M. Eisenhower, reçut un vote unanime. Un événement et l'attitude de M. Nixon durant les maladies du président Eisenhower rendit ses chances de devenir lui-même président un jour beaucoup plus grands qu'elle ne l'avait été estimée auparavant. Son histoire, jusqu'aujourd'hui, en fait un personnage prometteur, tel que M. Eden le paraissait en 1938 et au poste suprême. Il pourrait théoriquement produire un effet thérapeutique sur la politique américaine et les relations extérieures. Après les nominations, l'Amérique restera là à soupirer le soulagement, car la réélection de M. Eisenhower était tenue pour sûr. Il avait reçu une publicité enthousiaste dans la presse, comme l'homme qui nous préserva de la guerre. L'expression rappelait les expressions similaires utilisées à propos de Woodrow Wilson en 1916 et Roosevelt en 1940, mais en 1956, un répit de 3 ans était considéré comme une bénédiction et on lui fut reconnaissant pour cette période de paix pour ce qu'elle valait. Je fus témoin de cette élection comme de celle de 1952 et réalisais qu'en fait la guerre localisée au général était proche. Je sentais qu'un répit au moins serait obtenu si le jour de l'élection de 6 novembre se passait sans éruption au Moyen-Orient, une éruption qui se préparait depuis des mois. Une fois que les élections sont terminées, le pouvoir des sionistes a exercé la pression diminue pour un petit moment. Je me rappelle avoir dit à un ami américain le 20 octobre que si les 17 jours prochains pouvaient se passer sans guerre, elle pourrait être épargnée au monde pour 3 ou 4 années de plus. Le 29 octobre, 8 jours avant les élections, la guerre arriva par prédétermination évidente du moment considéré comme étant le plus favorable pour provoquer la consternation à Washington et Londres. Dès ce moment, les événements balayèrent tout sur une vague de force brute libérée dans la nature. Et c'est seulement bien plus tard que l'humanité sera capable de voir ce qui a été détruit et ce qui a survécu. Pour la Grande-Bretagne et la famille des nations d'outre-mer qui émergent de cette dernière. Ce fut presque la ruine, la fin prévisible de l'implication dans le sionisme. Le 29 octobre 1956, le gouvernement israélien annonça qu'il avait commencé une invasion généralisée de l'Égypte et que ses troupes s'étaient avancées de 75 miles à l'intérieur de la péninsule égyptienne du Sinaï. La nouvelle qui arriva après la longue série d'attaques précédentes envers les Arabes et leur condamnation répétée par les Nations Unies envoya un choc, une onde de répugnance dans le monde entier. À ce moment précis, les Hongrois étaient en train de combattre et de gagner la guerre de leur peuple contre la révolution communiste. Les deux forces destructrices libérées par la Russie en octobre 1917 se retrouvaient auto-condamnées par des actes d'une égale brutalité.
Elle était en train de s'autodétruire. Il n'y avait aucun besoin de les détruire. À cette période, d'importantes forces contraires issues de la réprobation universelle furent libérées, qui auraient été trop puissantes pour ces deux forces destructrices. Pas même la pression sioniste à New York ne pouvait faire passer cet acte pour une agression égyptienne ou persuader les masses de l'accepter. C'était un cadeau du ciel libérant l'Occident de ces deux dilemmes. Il avait juste besoin de se mettre à l'écart et pour une fois laisser l'opinion mondiale faire le travail, car cette occasion, il y avait bien une opinion mondiale générale. Des actes qui ne pouvaient être cachés, déguisés ou dénaturés par la presse. En 24 heures, l'occasion en or fut rejetée. Les gouvernements britanniques et français annoncèrent qu'ils envahiraient la région du canal de Suez, à moins que les troupes israéliennes et égyptiennes n'acceptent d'arrêter les combats et ne s'éloignent à 10 miles du canal des 12 heures. Comme cela a été laissé, les troupes israéliennes presque 100 miles à l'intérieur du territoire égyptien, la demande n'était de toute évidence pas destinée à être acceptée par l'Égypte. Là-dessus, les armées de l'air britanniques et françaises débutèrent un bombardement intensif des terrains d'aviation égyptiens et d'autres cibles, en détruisant la force aérienne de l'Égypte, offrir une victoire incontestée à l'envahisseur sioniste. Le futur lecteur aura du mal à imaginer les sentiments dans l'anglais dont mon genre, qui entendit la nouvelle en Amérique. La honte n'est pas un mot assez fort, mais comme c'est le seul mot, je l'utilise pour exprimer quelque chose que je ressentis encore plus fort qu'à l'époque même de Munich, quand je démissionnais du Type en guise de protestation. La seule que je pouvais faire, une protestation stupide, je l'estime maintenant. Je me rappellerai toujours de l'impartialité des Américains à ce moment-là. Incrédules, choqués et perplexes, aucun parmi ceux que je rencontrais ne céda à la jubilation face à un déconvenu britannique. Jubilation instinctive, bien qu'irrationnelle chez beaucoup d'Américains. Quelqu'un d'entre eux réalisait que la politique américaine, avec ses constants revirements sous la pression, avait principalement causé ce dénouement calamiteux et partageait mon sentiment de honte. C'étaient ceux qui comprenaient que la honte était celle de tous. L'Occident dans sa servilité et non de l'Angleterre ou de l'Amérique en particulier. Cependant, à ce moment-là, la responsabilité en tant que telle, distincte de la honte, incombait à la Grande-Bretagne. Les conséquences de ces actes vont si loin dans l'avenir qu'on ne peut les estimer actuellement. Mais une chose sera toujours claire, l'occasion glorieuse offerte par les événements simultanés au Sinaï et en Hongrie fut gâchée apparemment par une suite d'erreurs de calcul sans précédent. Je le pense dans l'histoire. Mon but ici est de montrer cela uniquement comme un parti politique, assurément. On ne peut le considérer comme un acte de diplomatie. C'était comme l'acte d'un homme qui miserait toute sa fortune sur un cheval déjà retiré de la course par aucun retournement inattendu. Cet acte n'aurait pu être bénéfique à l'Angleterre ou à la France. Des trois parties concernées, Israël n'avait rien à perdre et beaucoup à gagner. La réprobation instantanée du monde fut déviée d'Israël quand l'Angleterre et la France accoururent pour arracher la cape de l'agresseur et gagner sa guerre. On laissa Israël au cœur du territoire égyptien acclamant sa conquête. La France n'avait pas plus à perdre malheureusement que la dame dans la chanson de soldats qui avait encore oublié son nom par sa révolution. La France restait la terre du fiasco, récurrent, à jamais incapable de se relever de l'abattement spirituel où elle se trouvait. Pendant 160 ans, elle essaya toutes les formes de gouvernement inhumaines imaginables et ne trouva de revigoration et de nouvelle assurance dans aucune. Ses premiers ministres changeaient si souvent que les masses connaissaient rarement leur nom. Personnages indéfinis, ils semblaient indifférenciables, même dans leur apparence, et le politicien français avait acquis une tradition de vénalité. Un comique américain dit un jour qu'il allait à Londres pour voir la relève de la garde et à Paris pour voir la relève du gouvernement. Un pays rendu incapable par une série de gouvernements corrompus de résister à l'envahisseur allemand sur son propre sol en 1940, envahit le sol égyptien en 1956 au service d'Israël, mais ce n'était qu'un épisode dans la triste histoire de la France depuis 1789.
anéanti par les talmudistes sionistes, et cela ne pouvait guère affecter son avenir. Le cas était différent pour l'Angleterre. Un exemple, un nom illustre et une tradition de relations honorables autant en période difficile qu'en période faste. L'Angleterre avait son âme à perdre en telle compagnie et aucun monde à gagner. L'Angleterre avait fait preuve de sagesse en appliquant les leçons de l'histoire. Elle n'avait pas tenté de pétrifier un empire et de parer les vagues de changement à coups de baïonnettes. Elle avait accepté l'inévitabilité du changement et chevauché ces vagues avec succès, transformant successivement son empire en colonie, d'abord en un Commonwealth des nations et de colonies indépendantes d'outre-mer, et ensuite, alors que de plus en plus de colonies parvenaient à l'autonomie, en une grande famille de peuples unis sans aucune contrainte, mais par des liens intangibles qui, comme le couronnement de la jeune reine Élisabeth le montra en 1953, n'étaient pas plus faibles qu'auparavant et peut-être même encore plus forts. Le fait d'avoir évité toute organisation rédige basée sur la force et d'avoir toujours laissé la porte ouverte à de nouvelles formes de relations entre ces peuples associés, faisant de la famille des nations issues de l'Angleterre et de l'Empire britannique une expérience unique dans l'histoire humaine. En 1956 est une expérience porteuse de promesses infinies. Si elle continuait sur ce même chemin, le résultat remarquable de l'apparence faiblesse de ce processus élastique était la force qui générait sous la pression et pliait sans s'effondrer sous des tensions qui auraient fait éclater une organisation rigide fondée sur des règles dogmatiques, puis il se rendait une fois la tension passée, dont l'Angleterre avait tous les accomplissements de l'histoire britannique à mettre en péril ou à perdre. En 1956, par toute action qui dans les faits ou même en apparence renverserait la politique ou méthode qui lui avait acquis une si grande réputation et avait produit, tout comme fait, de bons résultats matériels. L'action du gouvernement britannique du 30 octobre 1956 doit être considérée sous cet angle. Cette méthode est exacte, opposée à celle par laquelle le monde serait gouverné selon les plans du gouvernement mondial exposés à New York par Bernard Baruch et son école internationaliste. Leur concept pourrait en fait s'appeler la supercolonialisme et reposer entièrement sur une organisation rigide, la force et les sanctions. Prenant la parole lors de la consécration d'un mémorial dédié au président Woodrow Wilson à la cathédrale de Washington en décembre 1956, Baruch évoqua à nouveau sa demande en ces termes, étonnamment contradictoires. Après 2 guerres mondiales, nous recherchons toujours ce que Wilson recherchait, un régime de loi basé sur le consentement des gouvernés. Ce régime de loi ne peut exister que lorsqu'il existe une force pour le maintenir. Voilà pourquoi nous devons continuer à insister que tout accord sur le contrôle de l'énergie atomique et sur le désarmement soit accompagné de dispositions strictes pour l'inspection, le contrôle et la punition des transgresseurs. Si le canal de Suez était vital pour lui, pourquoi s'est-il donc retiré? Si l'amitié de l'Égypte était vitale après le retrait, pourquoi cet affront calculé en juillet? Si les navires britanniques utilisaient librement le canal, pourquoi prétendre qu'il n'était pas ouvert et que la liberté et la sécurité de la navigation internationale étaient mises en danger? Si un quelconque intérêt britannique vital était en jeu, pourquoi a-t-il attendu qu'Israël attaque l'Égypte? Pourquoi alors attaquer l'Égypte? On peut retourner et examiner la question sous tous les angles, et la même réponse ressort toujours. Cette action n'a pu être menée pour les intérêts de la Grande-Bretagne ou de la France. Le moment choisi est compromettant. Cela ne serait jamais arrivé si Israël n'avait pas excité par conséquent l'humiliation subie par l'Angleterre et la France, si le lecteur veut bien se trouvait dans cette cause. L'application commencée par M. Balfour 50 ans plus tôt produisit sa conséquence logique. Et par cet acte, la continuation de cette application fut assurée au moment où la libération était enfin à portée de main. Si c'est un quelconque calcul rationnel d'intérêt national qui suscita le plus téméraire des raids de Jamestown, celui-ci surgira
un jour dans la mémoire des hommes concernés. Personnellement, je doute qu'il puisse jamais être justifié. À cet instant, il peut seulement être examiné à la lumière d'un enchaînement d'événements sur 4 semaines qui ont déjà témoigné de l'immense fiasco. L'entreprise fut manifestement préparée longtemps à l'avance entre au moins deux des parties concernées, Israël et la France. La preuve de cela apparut bientôt. En Angleterre, le gouvernement, jusqu'au moment de la conclusion de ce livre, a refusé la demande d'enquête sur l'accusation de complicité qui ne peut être établie dans le cas britannique en tant que distinct du cas français. Il semble qu'il y ait une possibilité que l'action britannique ait été soudaine, décidée sous l'impulsion d'un moment